Et puis, une fois qu'on aura vu ça, quels seraient les facteurs importants à considérer, autant sur le mécanisme que de la relation thérapeutique, que sur le plan des implications logistiques et éthiques qu'on a à voir. Donc, pour vous situer un peu qui je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur la cyberpsychologie clinique. Ça vous donne une idée un peu des technologies qu'on utilise au laboratoire. Donc, je suis un psychologue depuis 1991. Je m'intéresse à la thérapie cognitive comportementale des troubles d'anxiété. Et on utilise différentes formes de technologies, donc des technologies immersives comme la réalité virtuelle, qui était mentionnée un petit peu au début de l'introduction, et la télépsychothérapie ou la vidéoconférence. Donc, si on essaie de situer le propos d'aujourd'hui dans l'immense champ de la télésanté, parce que la télésanté, c'est quelque chose d'assez large. Si on parle de télésanté, on va nous se cibler déjà en télépsychologie ou télépsychothérapie, parce que la psychologie, la télésanté peut servir aussi, on pense à InfoSanté, par exemple, vous pouvez appeler pour parler d'infirmière. Et dans la télépsychologie, on a différents étages d'information. Et la première étage, on peut penser à offrir du counseling et du support à distance. On peut faire de l'éducation, on peut faire de la formation, on peut faire de l'évaluation et on peut faire du traitement. Nous, on va se concentrer sur la dimension traitement, parce que counseling et support, les psychologues le font souvent, les intervenants au téléphone. Éducation psychosociale également, on est dans le registre de la formation, l'évaluation de des données. Mais même si on regarde le traitement, donc offrir des services de thérapie à distance, en dessous de ça, on peut rediviser encore avec différents types de technologies. Et il y a le téléphone, c'est pas très nouveau, ça fait des années que les professionnels vont offrir des services parfois ponctuels au téléphone. Il y a le SMS, on peut faire des messages, on peut texter avec des participants, le clavardage, le courriel, il y a des gens qui vont utiliser l'échange de courriel. Nous, on va aller vers les technologies un peu plus élaborées, un peu plus récentes, comme la vidéoconférence. Alors, vous assistez à un webinaire, mais on pourrait faire une thérapie à peu près dans le même contexte. Ensuite, il y a la thérapie par le web. Par le web, on aurait des sites web où on peut aller, puis toute l'information se trouve être là. Et la réalité virtuelle, qui est un autre thème de conférence en soi. Puis dès qu'on aborde le web, il y a déjà d'autres nuances qui peuvent être le traitement plus statique de l'information. Alors, vous allez sur un site web, l'information est là. Il y a les réseaux sociaux, il y a des échanges. Il y a des univers sociaux maintenant, on en reparlera un petit peu dans la conclusion, mais il y a des mondes maintenant où vous pouvez passer la journée à déambuler dans cet univers virtuel-là et rencontrer des personnes, assister à des cours, etc. Donc, il y a d'autres technologies encore plus larges. Mais nous, ce qu'on va regarder ici, c'est vraiment le contexte de la télépsychothérapie en vidéoconférence. Monsieur Bouchard, je vous interromps 2 secondes. S'il est possible pour vous de parler un petit peu moins fort ou vous reculer un petit peu de l'écran, on entend un petit feedback quand vous parlez. Avec plaisir, puis je vais baisser mon volume, ça devrait aider. Merci. Alors, commençons par vendre le punch, donnant l'information globale, après ça, on regardera les nuances. Qu'est-ce qu'il y a sur l'échiquier des connaissances présentement en télésanté mentale ou en télépsychothérapie? La Commission de la santé mentale du Canada a publié un rapport en 2014 qui faisait le point là-dessus pour situer l'ensemble des démarches, et vous pouvez le télécharger, qui dit que la télépsychothérapie ou la télésanté, c'est un rapport consensus, nous dit que c'est une option qui est intéressante. Il y a des recensions d'écrits, si on regarde sur les données scientifiques. Il y a des recensions d'écrits, dont au moins 4, on va aborder une dans un instant, mais 4, 2011, 2010, 2012, qui nous disent, ben voici, la télépsychothérapie peut être efficace pour traiter les problèmes de santé mentale à distance. On va regarder les nuances tantôt. Il y a des méta-analyses. Alors, une méta-analyse, ça nous donne non seulement l'état des connaissances, mais la taille de l'effet, la grandeur de l'effet. Et il y a 3 méta-analyses qui nous documentent en nous disant, qui documentent l'information en disant que ça fonctionne bien, et ça fonctionne aussi bien qu'en thérapie traditionnelle en face-à-face. Et là, on va regarder les études qui ont été faites au Québec dans les diapositives suivantes pour supporter ou soutenir cette affirmation-là. Mais déjà, un des messages à retenir du webinaire d'aujourd'hui, c'est que d'appliquer des psychothérapies en vidéoconférence à distance peut être efficace, peut être tout aussi efficace que la thérapie traditionnelle. Alors,
C'est clair que, à moins que vous ayez des excellents yeux, la diapositive qui est là est trop chargée, mais vous l'avez également dans les principales études dans les pages suivantes. L'idée, ce qui est à voir dans cette diapositive-là, c'est une copie du tableau 1 de l'étude de Duncan de l'année passée. Vous voyez qu'il y a une quinzaine d'études. Rapidement, là, si on fait juste regarder, il y a une quinzaine d'études qui ont été publiées. On utilise la psychothérapie et on applique la psychothérapie en vidéoconférence. Alors, c'est pas basé, des choses à retenir sur cette diapo-là, c'est que c'est pas basé sur une ou deux études, mais une quinzaine d'études. Vous pouvez, quand vous aurez la version papier, regarder d'un peu plus près chacune des références. On voit les tailles, la troisième colonne, on voit à peu près les tailles d'échantillons. Ça varie de très petits, 3-4 participants, à des études beaucoup plus grandes, d'une quarantaine de participants. Donc, on a des études à 300-400 participants, mais déjà, on a des données. Puis à partir de là, on voit les types d'études, mais ce que vous allez voir, au fond, c'est les résultats essentiels. J'en ai pris quelques-uns ici, et j'ai volontairement choisi des projets qui avaient été faits au Canada et en francophonie pour en discuter. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en cours présentement. La première étude qu'on a publiée à l'UQO, mais qui, selon moi, est la première qui a été publiée sur l'efficacité de la télépsychothérapie, on s'est intéressé au trouble panique. Alors, le trouble panique avec agoraphobie, pour ceux qui sont moins familiers, c'est des gens qui ont des bouffées d'anxiété qui se déclenchent de façon inattendue, imprévisible et très intense. Et ça s'accompagne souvent d'agoraphobie. Alors, dans cette étude-là, ce que vous voyez, c'est qu'on a mesuré premièrement le niveau de base, la fréquence des attaques de panique, le nombre d'attaques de panique moyennes par semaine lorsqu'on a rencontré les clients au niveau de base. Et puis, en rouge, c'est les clients qui ont eu la thérapie en face-à-face, qu'on a vu en face-à-face. En jaune, c'est ceux qui ont eu la thérapie en vidéoconférence. Alors, première information importante sur le plan méthodologique ici, c'est de réaliser que cette étude-là, les gens n'étaient pas assignés au hasard. Les gens, soit qu'on offrait la thérapie en vidéoconférence à des gens qui étaient situés à Maniwaki. Maniwaki, qui est à peu près à 1h, 1h30 en voiture de Gatineau, dans le nord, Gatineau, ou en face-à-face, ici à Gatineau, à Hull à l'époque, où la thérapie est en face-à-face, comme on ferait de façon traditionnelle. Alors, ce sera une limite méthodologique qu'on commentera dans un instant, mais une des forces, c'était que la thérapie était offerte dans le milieu à des gens qui demeurent dans un endroit où il y a déjà des services de santé mentale, mais un service de pointe spécialisé pour le trouble panique pourrait être utile. Et ce que vous avez, c'est le nombre moyen d'attaques de panique par semaine. Alors, on voit que les gens qui ont reçu la thérapie en vidéoconférence avaient déjà plus d'attaques de panique que ceux qui avaient la thérapie en face-à-face. Il y avait une période, après un mois ou deux, où entre le niveau de base et le pré-traitement, il y a une période de traitement où les gens attendaient. On mesure au pré-traitement et au post. Ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur cette réduction-là, au fond, qui est du pré au post. Ce que vous voyez, c'est une réduction qui est significative des attaques de panique, autant dans la condition face-à-face que dans la condition vidéoconférence. Et il y a une relance de 6 mois où on a 0 attaque de panique, 6 mois post-thérapie en moyenne dans les deux conditions. Alors, deux choses à retenir de cette étude-là. Ben, on s'attendait à un nombre d'attaques de panique moyen par semaine. Normalement, les gens qui ont un trouble de panique, on va parler de à peu près 4 attaques de panique par mois, 1 par semaine. Donc, il y a une réduction qui est significative. Ça, c'était connu depuis des années 90. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'amplitude de la réduction dans le groupe en jaune, la thérapie en vidéoconférence. On serait mal placé pour dire que la thérapie en vidéoconférence était moins efficace si on regarde ces résultats-là, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation. En fait, il y a une réduction, il y a une amélioration. En fait, à la limite, on pourrait presque dire que la thérapie en vidéoconférence était plus efficace parce que les clients étaient plus sévères. On ne peut pas vraiment conclure ça parce que la différence n'est pas significative, mais si elle avait à l'être, c'est clairement en faveur de la vidéoconférence. Mais on a également des clients, des participants qui étaient plus sévères. Alors, la question qu'on s'est posée dans cette étude-là, à la fin de cette étude-là, c'est oui, ça semble être intéressant, une relance 6 mois, c'est bien, mais est-ce que les clients, au fond, étaient plus désespérés? On a des clients plus sévères, donc peut-être qu'ils sont améliorés parce qu'ils étaient plus désespérés, donc c'est peut-être ça qui explique l'efficacité de la télépsychothérapie. Et vous voyez que la thérapie en vidéoconférence, on voit sur la photo, l'ensemble de la thérapie était appliquée complètement en vidéoconférence. Ça veut dire quoi? La psy s'installe dans son bureau à Gatineau, le client est dans le bureau à la clinique de santé mentale à Maniwaki, on ferme la porte, on est 1 à 1, et il y a
un écran de télévision. Vous voyez sur la diapositive, là, il y a à peu près 5 ou 6 pieds de distance entre le psy et son unité de vidéoconférence. Alors, c'est des unités de vidéoconférence qui sont dédiées à la psychothérapie, ce qui est un peu différent d'une webcam. Probablement que si vous me regardez, il y a peut-être un décalage, un léger décalage entre ce que je vous dis présentement et le son. On voit souvent ça en vidéoconférence. Mais là, on a du matériel qui est dédié spécifiquement pour ça. Donc, on est capable de voir sur une télévision grand écran sans aucun flou. On est capable de voir les détails sur la cravate d'un participant. Alors, si le participant pleure, par exemple, on est capable d'avoir le non-verbal d'une façon assez précise. Donc, c'est une coche au-dessus, si je peux prendre l'expression, que de ce qu'on voit habituellement en vidéoconférence à l'aide d'une webcam, sur Skype ou sur FaceTime. Mais quand même, on est à peu près dans la même famille de technologies. J'y reviens en conclusion. Donc, l'étude, thérapie à faire en vidéoconférence, ça fonctionne. On se pose un peu la question à la fin de cette étude-là, ça a bien fonctionné, mais est-ce qu'on avait des patients plus désespérés? Alors, on reprend l'étude au complet, nouvel échantillon, nouveau financement des IRSC, l'Institut de recherche en santé du Canada. Et là, on prend une note différente, la mesure qui mesure la sévérité de la symptomatologie du trouble panique. Et là, ben, pour ne pas avoir le problème d'avoir des participants qui ne sont pas assignés au hasard, la moitié de l'échantillon vient de Montréal, l'autre moitié vient de Gatineau. Alors, on prend des clients à Montréal, des clients à Gatineau. Au hasard, on brasse les dés. Et au hasard, ils sont assignés à une thérapie en face-à-face ou en vidéoconférence. Et ce que vous avez en rouge, c'est l'efficacité de la thérapie en face-à-face, du pré au poste à la relance 6 mois. On s'attendait à ce que la thérapie cognitive comportementale soit efficace pour cette clientèle-là. Je l'ai mentionné tantôt, on le sait. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la ligne en bleu, où vous avez le même taux d'efficacité du pré au poste et le même taux de maintien à la relance. Et un peu plus en dessous du tableau, vous voyez les chiffres. Ce qui peut nous intéresser, c'est la taille de l'effet. Quelle est la taille de l'effet, de l'interaction, la différence entre les deux? Et c'est infime. C'est très petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prendrait de 300 à 400 participants par condition pour détecter une différence qui serait statistiquement significative. Alors, on ne peut pas dire que c'est pareil. On ne peut clairement pas dire que c'est différent. Et si c'était différent, on aurait besoin de 300 ou 400 participants pour détecter une différence potentielle. Alors là, c'est intéressant parce qu'on règle le problème qu'on avait dans l'étude précédente où on pouvait dire qu'il n'y a pas d'assignation au hasard. On règle le problème de la durée de la relance. Là, on a une relance 12 mois. Et ce qu'on voit, c'est amélioration significative, autant en vidéoconférence qu'en face-à-face. Là, ça devient intéressant parce qu'il y a une réplication des résultats avec une population, le même trouble panique, mais des nouveaux participants. On est perd dans cette étude-là parce que c'était des gens en milieu urbain dans les deux cas et non pas des gens en milieu rural. Donc, on peut se poser la question, est-ce que si on avait fait la même étude au hasard, mais en milieu rural, mais en même temps, les résultats nous laissent clairement voir qu'on a un traitement qui est efficace et qui, dans le cas du trouble panique avec agoraphobie, est aussi efficace. C'est bon pour le trouble panique, mais on pourrait se dire, d'accord, trouble panique, mais c'est facile, trouble panique, c'est des clients, c'est pas facile, mais c'est une problématique qui n'est pas aussi complexe que d'autres. Alors, un autre trouble anxieux, une étude qui a été faite, même méthodologie, des participants à Montréal et à Gatineau, assignés au hasard, le centre pilote, ici le centre, le chef de ce programme-là était ici à l'UQAM avec André Marchand. Là, on recrute des gens qui souffrent de stress post-traumatique, agression sexuelle, agression physique, braquage de banque, etc., grand brûlé. Et les gens sont assignés au hasard en thérapie en face-à-face ou thérapie en vidéoconférence, et que la thérapie se fait et à Montréal et à Gatineau. Et ce que vous avez, c'est le même profil de résultat, une amélioration significative du pré au poste, pas de différence significative entre les deux conditions, un maintien des gains à la relance de 6 mois, et encore la même conclusion, la télépsychothérapie cognitive comportementale pour le trouble de stress post-traumatique fonctionne aussi bien en vidéoconférence qu'en face-à-face. Donc, si vous voulez les références plus exactes, vous avez ici les références, vous pouvez aller voir les articles si vous êtes intéressé aux précisions beaucoup plus méthodologiques. Mais on commence à avoir maintenant 3 études en fait, qui rivent le clou que ben, ça semble fonctionner. La question qu'on se pose habituellement tous, les professionnels, c'est oui, mais qu'est-ce qu'il y en est de la relation thérapeutique? Parce que, OK, ça fonctionne, mais il me semble qu'on ne communique pas aussi bien, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas ensemble en thérapie.
Alors, ce qu'on voit ici, ce qu'on a mesuré, c'est dans l'étude que je vous présentais il y a un moment, dans cette étude-ci de 2011, pardon, dans l'étude ici de 2011, ce qu'on a utilisé, c'est les clients, on a mis une mesure d'alliance thérapeutique où les clients, à la fin de la première séance de thérapie, à la fin de la 5e séance, donc premier tiers du traitement, puis à la 12e séance, à la fin de la thérapie cognitive comportementale, les clients remplissaient un questionnaire qui mesure la relation thérapeutique. Quelques informations là-dessus. On sait que les mesures d'alliance thérapeutique sont intéressantes, mais il faut se méfier des mesures à la fin de la thérapie. Parce qu'à la fin de la thérapie, ce qu'on mesure quand on prend l'alliance, on mesure beaucoup aussi le succès thérapeutique. Si les clients vous ont aimé, les clients vont bien, il y a des chances qu'ils vont aimer leur thérapeute. Donc, c'est moins intéressant parce que ça peut être teinté par le taux d'efficacité de la thérapie. Au début de la thérapie, on mesure aussi un peu plus les attentes. On connaît moins les participants, on ne sait pas qu'est-ce qui va, les clients. Donc, on est en train de se découvrir, c'est un peu plus prédicteur de l'abandon. Les mesures qui sont riches d'alliance aux alentours des rencontres 3, 4, 5, dans le premier tiers de la thérapie, ce qu'on a ici, c'est 5, on avait commencé à faire de l'exposition hétéroceptive. Pour ceux qui connaissent la TCC du trouble panique. Donc, on est en train de faire du travail qui est difficile. On a utilisé le WAI, le Working Alliance Inventory, qui est une étude, un outil qui se veut athéorique, donc qui n'est pas développé par des thérapeutes cognitifs comportementaux pour mesurer leur concept, mais pour mesurer l'alliance thérapeutique. Et dans ce questionnaire-là, il y a une sous-échelle qui mesure la qualité de la relation thérapeutique. Comment on connecte ensemble. Et on se disait, c'est probablement ça la dimension la plus importante. Pas autant qu'on s'entende sur les buts, les objectifs et les micro-tâches de la thérapie, mais comment on connecte effectivement. Et ce que vous avez ici sur le WAI, le score maximal de l'échelle, c'est 27. Alors, après, rendu à la rencontre 5, vous avez la moyenne d'alliance thérapeutique est de 27 sur 27 dès la 5e rencontre. Et puis, bien entendu, à la fin aussi. Ça veut donc dire quoi? On est allé chercher le maximum de l'échelle sur la qualité de la relation affective qu'on crée à distance. Alors, même si on est à distance, en télépsychothérapie, on connecte. On se demandera dans un instant pourquoi, mais on connecte. Et puis, déjà, après la première séance, il n'y avait pas de différence significative, on était déjà dans le haut de l'échelle. Donc, est-ce que la relation thérapeutique est bonne en vidéoconférence, en face-à-face? Oui. Et dans l'étude de Germain sur le stress post-traumatique, on a administré les mêmes questionnaires et on a obtenu les mêmes résultats. L'alliance thérapeutique est excellente. Une particularité de cette étude-ci, c'est que pour éviter la désirabilité sociale, nos participants, à la fin de la séance 1, 5 et 12, complétaient leur questionnaire d'alliance, le mettaient dans une enveloppe pré-timbrée, pré-adressée et l'envoyaient par la poste à l'Ordre des psychologues du Québec. Et ça nous était retourné au laboratoire qu'à la fin de la thérapie. Alors, les clients n'ont pas essayé de dire « Ah oui, j'aime mon thérapeute et j'aimerais ça qu'il le sache pour augmenter l'efficacité de ma thérapie ou à cause de la désirabilité sociale. » Parce que nos clients savaient que ce serait pas lu et ce serait envoyé à l'ordre, à l'OPQ. Donc, ça semble être fondé. On a une bonne alliance thérapeutique et c'est répliqué également dans l'étude sur le stress post-traumatique. Alors, une hypothèse qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est un questionnaire, pourquoi pas en prendre un autre? Alors, dans cette étude-là, on avait vu venir le coup et on a utilisé aussi le CALPAS. Le CALPAS, c'est une mesure d'alliance qui a été développée par les psychodynamiciens pour mesurer l'alliance telle qu'elle se construit dans des relations thérapeutiques pour des thérapies psychodynamiques. Et ce que vous avez, c'est le même profil de résultat dans le même échantillon de trouble panique avec agoraphobie. On a le maximum de score de l'alliance, déjà à la rencontre 5 et à la rencontre 12. Je vous fais griller des petits chiffres dans le tableau en dessous. C'est pour chacune des sous-échelles. Mais ce que ça dit, c'est que l'alliance est excellente, même si on mesure avec différents instruments, du moins dans le cas de la thérapie cognitive comportementale, du trouble panique avec agoraphobie. Et on avait les mêmes résultats pour le stress post-traumatique. Une question qu'on s'est posée alors, c'est comment ça se fait que l'alliance est aussi forte? Peut-être qu'elle est forte parce que les thérapeutes travaillent plus. Alors, je m'explique ici. On pourrait peut-être assumer qu'en vidéoconférence, parce qu'on n'est pas ensemble, l'alliance est moins bonne. Mais vu qu'elle est moins bonne, les thérapeutes le sentent. Et vu qu'ils le sentent, ils vont redoubler l'ardeur. Ils vont faire plus de choses pour maintenir l'alliance avec leurs clients. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on va retenir avec une moyenne qui est comparable. Alors, ce que vous avez dans le tableau ici, c'est les comportements des thérapeutes. Alors, dans l'étude que je vous parle de trouble panique avec agoraphobie depuis tantôt, toutes les séances de thérapie ont été enregistrées sur vidéo et on a coté les entrevues vidéo pour voir les comportements que les thérapeutes faisaient pour maintenir l'alliance. Et dans la première
colonne, ce que vous avez, c'est l'endroit où il y avait des différences. Dans la deuxième, c'est où il n'y en a pas. Je vous fais griller des détails, mais ce qu'on voit, c'est l'endroit où il y a des différences. C'est des différences qui sont inhérentes aux communications en télépsychothérapie. Par exemple, lorsqu'on se coupe, il y a plus de pauses et on se coupe un peu plus. Il y a des différences, le respect du temps de silence, par exemple. Si vous êtes en vidéoconférence, vous avez peut-être essayé sur Skype ou FaceTime, si vous parlez, l'autre personne commence à parler, soudain on se coupe, puis on se pile un peu les uns sur les autres. Alors en télépsychothérapie, c'est sûr que lorsque mon client parle, je vais attendre une pause un peu plus longue avant d'engager la conversation pour être sûr de ne pas se couper. Alors, on a ça, les thérapeutes essaient d'être un petit peu plus clairs, et puis les thérapeutes parfois interagissaient un peu moins justement pour ne pas se couper. Mais ce n'est pas des comportements qui sont très importants pour l'alliance. Par contre, si on regarde le fait que le thérapeute se livre, l'authenticité, le fait qu'on focalise sur le véhicule affectif des gens, le fait qu'on reste concentré sur le plan de thérapie, il n'y a aucune différence. C'est la deuxième colonne, il n'y a aucune différence significative. Donc, je vous résume cette diapositive-là pour dire, ben, l'alliance était excellente, mais c'est pas parce que les thérapeutes en faisaient plus. Les thérapeutes faisaient le même type de choses pour favoriser l'alliance. Alors, la question qui commence à se poser, c'est comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut développer une alliance aussi bonne? Il y a une étude américaine qui a montré la même chose que je vous disais au téléphone. Ils ont fait une étude ici sur une thérapie qui était aussi cognitive comportementale, le même questionnaire, et ce qu'on a, c'est l'alliance au téléphone, et on a le même taux de succès, de qualité d'alliance en vidéoconférence ou au téléphone. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? La variable qu'on a regardée pour essayer d'expliquer ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment de présence. Je m'explique ici. Le sentiment de présence ou de téléprésence, c'est un concept qui est propre à la réalité virtuelle. En réalité virtuelle, si vous mettez des lunettes, puis vous êtes sur le bord d'une plage, en réalité virtuelle, ben on oublie qu'on est dans le bureau du psy, puis on a l'impression d'être sur le bord. La téléprésence, c'est le même concept. On est en psychothérapie. Et après un bout de temps, puis ceux qui ont fait de la télépsychothérapie, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Lorsqu'on fait la thérapie, après un moment, on oublie où on est, dans quel local on est, comment ça se passe. On est en thérapie avec notre client. On concentre toutes nos ressources attentionnelles et affectives comme psychologue pour être en thérapie avec le client. Et ce qu'on voit dans cette étude-ci, c'est lorsqu'on essaie de voir qu'est-ce qui prédisait la force de la relation thérapeutique, en rouge, que vous avez, c'est ce qui est significatif, c'est le sentiment de présence. Au fond, le sentiment de présence est une variable qui prédisait statistiquement significativement la relation thérapeutique. Ça veut dire quoi? De façon concrète, ça veut dire qu'on semble créer cette relation-là par des phénomènes qui sont associés au fait qu'on oublie qu'on est à distance, puis qu'on connecte ensemble. On est en thérapie, on est ensemble là-dedans. Et là, ça m'amène à une étude qui a été faite également au Québec sur l'importance des émotions. Et puis là, je pense à vous qui m'écoutez en télépsychothérapie, sur le webinaire, puis probablement que, en tout cas, si vous faites comme moi, lorsqu'on assiste à des conférences sur le web ou à distance ou à des téléconférences, ça peut être intéressant, mais on décroche un peu. On est en train de dîner, vous êtes peut-être en train de manger votre lunch, vous regardez vos courriels un peu en même temps. Alors, c'est la même chose si vous parlez au téléphone avec quelqu'un que vous connaissez, la personne vous raconte ce qu'elle a fait hier, j'étais à Québec, j'ai pris le train, je m'en vais dans le train en retard, on discute, c'est intéressant, blablabla, mais on risque d'être un peu distrait. Et soudain, si cette personne-là, au bout du fil, vous dit « Sais-tu quoi, je pense que je vais me suicider », je vous garantis que vous allez connecter assez rapidement avec cette personne-là. Si elle vous annonce qu'elle est séropositive, qu'elle a le cancer, lorsqu'on parle de choses qui sont chargées affectivement, ce qu'on réalise, c'est que soudain, on connecte plus rapidement et plus fortement avec les gens. C'est ce qu'on fait en psychothérapie. On parle des problèmes des gens, qu'est-ce qui ne va pas, il y a une charge affective qui est continuellement en jeu, et c'est probablement ce qui influence. Et ce que la diapositive présente nous suggère, c'est de dire que si on compare, je vous fais griller des détails méthodologiques, mais ce qu'on voyait ici, c'est lorsqu'on induit des émotions,
bien, on augmente le sentiment de présence et on augmente la qualité de la relation thérapeutique en vidéoconférence. Et lorsqu'on réduit les émotions, bien, on a l'état inverse. Alors, c'est une étude où on induisait des émotions dans un ordre contrebalancé. Et ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'on induit une charge affective, dans l'échange avec le client, on oublie assez rapidement qu'on est à distance, puis on connecte. C'est ce qui fait que d'assister à une conférence en vidéoconférence, ça peut être plate, mais d'assister à une thérapie, c'est différent. Donc, il ne faut pas se baser nécessairement sur ce qu'on peut voir dans le quotidien quand on assiste à des réunions de 40 personnes, mais beaucoup plus lorsqu'on est impliqué affectivement, et c'est ça l'important. Ça semble être ça l'important en psychothérapie. Je vous fais griller de la motivation. Dans l'étude précédente, la motivation avait aussi un impact. Donc, ce qui nous reste à vérifier, c'est, d'accord, il y a cette charge affective-là, mais peut-être que la motivation extrinsèque était une variable importante aussi, qui est un prédicteur. Alors, on est en train de refaire une étude présentement. Le recrutement vient de se terminer, où on a un essai clinique sur 5 centres, Gatineau, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, sur le trouble d'anxiété généralisée, où les gens sont assignés au hasard dans les 5 centres. Et là, on est en train de voir est-ce que la motivation prédit aussi l'efficacité de la thérapie. Donc, on essaie de régler ces problèmes-là. Mais en tout cas, ce que je martèle depuis le début, c'est de dire que la télépsychothérapie est efficace, du moins dans le cas de la thérapie cognitive-comportementale et des troubles d'anxiété. C'est bien documenté. Ça nous amène, au fond, à des considérations pratiques de comment on peut faire ça. Si vous vous intéressez de la télépsychothérapie, sachez que l'Ordre des psychologues du Québec a publié un guide en 2013 et il y a quelques informations importantes à savoir. La première, présentement, au moment où on se parle, ça devrait changer, et présentement, au moment où on se parle, selon l'Ordre des psychologues, le service de psychothérapie est donné là où se situe le thérapeute. Alors, parce que quand on est dans la vidéoconférence, imaginez que vous faites une thérapie avec quelqu'un qui est au Mexique. Ben, si vous avez un Mexicain puis un psychologue du Québec, puis on fait une thérapie, si le client veut faire une poursuite, est-ce qu'il fait sa poursuite au Mexique ou il fait sa poursuite à l'Ordre des psychologues au Québec? Alors, l'OPQ a défini que le client se déplace vers le lieu ou vers la province où le client ou le thérapeute se trouve. Donc, s'il y a une plainte, elle doit être déposée à l'Ordre des psychologues du Québec. Par contre, dans le reste du Canada, c'est l'inverse. La relation psychothérapeutique est définie où se trouve le client. Ça veut donc dire que ça devient un cauchemar si vous voulez faire de la télépsychothérapie d'une province à l'autre. Premièrement, normalement, on devrait être membre des ordres professionnels de plus d'une province si vous voulez offrir des thérapies dans une autre province. Alors, si vous avez un client qui est ici, si vous êtes ici, vous offrez une thérapie à un client qui est en Ontario ou en Colombie-Britannique, ben, le client, vous devriez être membre de l'ordre professionnel là-bas parce que le client va vous, s'il y a une poursuite, il va vous poursuivre, il va être protégé selon les règles de la province où il se trouve. Et pour avoir le droit de le faire, vous devriez le faire au Québec, avoir le truc ici. Donc, pour exercer au Québec, le psy de l'extérieur doit être membre de l'OPQ et avoir son domicile professionnel au Québec. La façon dont l'ordre professionnel a réglé ça, c'est de cette façon-là pour l'instant, parce que ça a un impact important pour nous, professionnels en santé mentale, sur les règles et l'offre de services. On en reparle dans la conclusion, mais pensez-y un moment, si un psychologue mexicain décide de s'ouvrir un bureau de psychothérapie, il utilise les travaux dont on parle aujourd'hui et il dit, la télépsychothérapie, c'est efficace, j'offre ma thérapie, mon salaire horaire, c'est 20 $ de l'heure, j'offre la thérapie cognitive comportementale des troubles d'anxiété à partir du Mexique. On se retrouve avec des problèmes de compétition, de tarifs, qui sont des enjeux importants pour l'Ordre des psychologues du Québec, et comment protéger le public, surtout si le public québécois décide d'aller à côté, d'aller ailleurs, le thérapeute sera incompétent, qui est protégé. Donc ça, c'est des enjeux qui sont importants à avoir à l'esprit. Le même guide de pratique, il y a un article qui a été publié dans la revue canadienne de psychologie en 2014, vers la fin de l'année, qui touchait de façon globale la télésanté. Et c'est important, sur le guide de pratique, je vous dirais, de définir, d'avoir une compétence. Si vous voulez faire de la télépsychothérapie, ça prend une compétence de base. La compétence de base n'est pas très complexe, mais il faut être capable de manipuler la technologie qu'on utilise, être capable, lorsque le son coupe, de le remettre, par exemple, parce que ça arrive. Donc, il y a quelques informations. On vous suggère de prendre la formation peut-être un petit peu plus complète que ce que je fais présentement, mais pas énormément. Je vous dirais, c'est pas catastrophique. Ce qui est important, c'est surtout les aspects pratico-pratiques. Notamment, par exemple, connaître les ressources d'urgence sur le site du client.
ça c'est l'expérience qu'on a acquis nous-mêmes dans nos études précédentes, souvent on s'en rend pas compte, mais si vous avez des clients qui vous consultent dans votre bureau, ou à votre CLSC, ou à l'hôpital, vous savez probablement quels sont les services disponibles dans votre région, puis où est la voie ferrée, la traque de chemin de fer, comme on dit. Si vous avez un client qui est suicidaire, ben, si vous êtes à Montréal, vous savez où sont les ponts, vous êtes à Trois-Rivières, vous savez où sont les ponts, où est la voie ferrée. Mais si je suis à Gatineau, puis j'offre un service de psychothérapie pour un client qui est à Gaspé, il y a un paquet d'affaires que je ne sais pas. Si mon client ne se sent pas bien, à quel endroit il se présente? Où il est? Quelles sont les situations à risque? S'il veut commettre un suicide, puis il me parle de choses, est-ce que c'est des choses, le précipice est à côté de chez lui ou il n'est pas là du tout? C'est des choses que souvent on ne se rend pas compte qu'on connaît parce qu'on le sait implicitement dans notre travail de psychologue, qu'on perd à distance. Alors, ça prend une idée des ressources d'urgence sur le site du client. Maintenant, c'est plus facile d'appeler, parce qu'avant ça, on avait le centre 24/7, on avait le centre de prévention de crise, on avait le centre de prévention du suicide, alors on avait des centres différents un peu partout au Québec. Mais c'est important, si votre client a des besoins ou est référé, ben on se sent assez rapidement démuni lorsqu'on réalise que le client est à 800 km de chez nous. Ça prend un plan en situation d'urgence. Si votre client décide qu'il veut se suicider puis il sort son fusil, vous êtes loin en télépsychothérapie. Donc, il faut mettre en place des situations pour gérer les urgences. Il faut appliquer les normes de soins déontologiques qui vont être le consentement éclairé. Le client devrait savoir qu'il est dans une thérapie, mais également qu'il est enregistré ou non. Ça peut être intéressant de cliquer sur la souris, enregistrer la séance de thérapie pour s'en servir à des fins thérapeutiques. Alors, il faut que le client soit au courant de tout ça, bien entendu. Le respect de la confidentialité, et ça, c'est un enjeu qui est à double tranchant. Oui, il faut respecter la confidentialité dans toute psychothérapie. En télépsychothérapie, il y a un enjeu additionnel, on utilise une communication. Et dès qu'on utilise un médium de communication, il est possible que notre ligne soit piratée. Et là, il faut être conscient d'un paquet de choses. Je ne sais pas combien de gens parmi vous utilisent leur téléphone sans fil à la maison. Si vous commandez quelque chose, puis vous réservez une chambre d'hôtel, puis vous utilisez votre numéro de carte de crédit, bien, vous devriez savoir que n'importe qui dans la rue qui se promène avec un décodeur qu'on peut acheter chez Best Buy est capable d'entendre votre communication et de décoder votre numéro de carte de crédit. Donc, normalement, tout le monde le sait. On ne le sait pas nécessairement, mais vous devriez savoir que si vous utilisez un courriel et que vous allez vous envoyer un courriel à quelqu'un, votre employeur, de par la loi, a le droit de lire le contenu pour s'assurer qu'il n'y a pas de contenu qui serait à saveur terroriste ou agressif ou des trucs comme ça. Donc, il faut savoir que c'est possible que notre communication soit piratée. Donc, le client devrait être au courant. C'est sûr que si vous travaillez dans des contextes particulièrement importants, où ça peut être important, vous avez vous avez le premier ministre dans votre bureau, ben les probabilités que votre communication soit piratée, c'est plus élevé que si vous avez monsieur ou madame tout le monde qui a une thérapie en vidéoconférence. Il faut savoir que c'est pas évident de pirater une ligne de vidéoconférence. Ça se fait, mais c'est beaucoup de travail. C'est probablement autant de travail que de mettre un micro caché dans votre bureau. Donc, oui, on s'engage à la confidentialité, mais dans la même manière qu'on devrait le faire lorsqu'on a un client en bureau privé ou à l'hôpital ou au CLSC, où on ne fait pas nécessairement un scan dans notre bureau régulièrement pour savoir s'il n'y a pas des micros cachés. Alors, depuis qu'on a eu la commission Charbonneau, on réalise que ça se fait un peu partout. Si vous regardez ce qui s'est passé avec Edward Snowden et d'autres personnes comme ça, on sait que les communications sont écoutées parfois entre premiers ministres. Donc, tout ça pour dire que la confidentialité est importante. Par contre, la confidentialité est vraiment importante. Par contre, il faut aussi l'interpréter sans paniquer. L'information sur la facturation, c'est des coûts liés à la technologie. Il y a des gens qui vont vouloir charger ça. L'impact psychométrique d'administration des tests à distance. Donc, il y a des préoccupations pratico-pratiques qu'il faut garder à l'esprit. Maintenant, j'approche déjà de la fin de la conférence. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que présentement, moi, j'utilise des lignes dédiées, c'est la haute technologie, c'est super génial, mais les technologies portables s'en viennent. Maintenant, vous pouvez prendre votre téléphone intelligent, vous pouvez avoir Skype dessus, vous pouvez mettre votre Skype sur votre bureau, dans un café ou dans un bar, puis voir votre client en thérapie avec Skype à distance dans un contexte autre. Ça peut être intéressant si vous accompagnez votre client lorsque vous faites de l'exposition ou de l'anxiété sociale. Ça peut être embêtant aussi. Alors, Erika Yuan a publié 2 petites études où ils ont utilisé Second Life. Second Life, c'est un des mondes virtuels dont je vous parlais tout à l'heure,
où vous vous prenez sur ordinateur, il n'y a rien qui existe de façon matérielle. Il y a des îles, des maisons, des universités. Vous pouvez vous promener, vous pouvez parler avec des gens. Et elle a fait la thérapie, soit sur Skype, soit sur Second Life, pour des clients qui souffrent d'anxiété sociale. Et ce qu'on a, c'est des réductions significatives du prix au poste avec un maintien au volant de 6 mois, avec des technologies qui sont de la dernière vague, le dernier cri, qui pourraient peut-être poser des enjeux de confidentialité, mais quand même qui nous laissent entendre que ces trucs-là de télépsychothérapie et de télésanté, ça s'en vient assez rapidement avec les jeunes qui, eux, sont fans et férus de Facebook et de technologies comme ça. Il y a des pour et des contre de ces technologies-là. Je pense à la réalité augmentée, par exemple. Vous avez déjà vu un peu le projet Google Glass. La réalité augmentée, c'est quoi? Ben, vous mettez les petites lunettes là, que vous avez, puis dans les lunettes, vous voyez de l'information en parallèle. Et donc, vous êtes capable, pendant que vous parlez avec votre client, par exemple, de voir ses scores dans un questionnaire qui apparaissent dans votre champ visuel, puis le client, lui, ne voit pas, mais vous êtes capable de voir un paquet de trucs qui sont additionnés. Alors, la réalité augmentée, c'est qu'on additionne ou on augmente l'information que vous avez avec des lunettes comme ça. Ce que ça nous amène, c'est de dire, ben, un jour, pas si lointain, on se retrouvera peut-être comme notre monsieur au milieu de la diapositive, alors en train de faire de la thérapie avec des clients qui viennent jamais ou qui sortent jamais de leur bureau. Et ça, à mon avis, il y a d'autres enjeux importants qui sont l'offre de service et dans quel contexte cette offre de service-là va se faire de façon adéquate. Oui, la télépsychothérapie nous permet d'aller chercher les gens auxquels on n'aurait pas, qui n'auraient pas accès au traitement, mais en même temps, avec les technologies qui s'en viennent de plus en plus, maintenant, ce qu'on voit se poindre, c'est des trucs comme Facebook, par exemple, où on pourrait mettre des lunettes, se retrouver dans un autre endroit, avoir des personnages virtuels qui ressemblent à ce qu'on veut et qui peuvent permettre de faire toutes sortes de choses sans jamais entrer en contact avec les gens. Ça offre un paquet de pépins ou de questions éthiques importantes. La pornographie commence à s'installer maintenant avec des trucs comme ça à distance. Pourquoi j'en parle? Pour dire que ben, la télépsychothérapie, c'est la prochaine vague, puis la vague d'après, sur le plan technologique, risque d'être encore beaucoup plus importante, où là, les gens vont avoir leurs lunettes, vont être dans un autre monde pour avoir leur thérapie. Et c'est pas de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, c'est des choses qu'on fait présentement. Je nous garde sur les éléments pratiques à considérer. Si jamais vous intéressez à la télépsychothérapie, quelques choses à garder en tête. Gérer les problèmes techniques. Si vous voulez utiliser ces technologies-là, ben, il y a tout ce qu'il y a de murs coupe-feu, de protection, ce qu'on appelle les firewalls. Si vous êtes dans le réseau de la santé, par exemple, ben, vous avez accès à des technologies qui sont protégées, mais c'est à peu près impossible de communiquer. C'est très difficile, c'est pas ça, mais c'est très difficile de communiquer à l'extérieur avec des gens. Vous devez passer par ce qu'on appelle un pont, il faut réserver, si la ligne coupe. Alors, il y a toutes sortes de trucs comme ça qui peuvent être à regarder. Puis il y a des clients, eux, qui veulent être chez eux pour la thérapie. Tant qu'à faire la thérapie, pourquoi pas le faire à la maison? Alors là, vous devriez être capable de planifier avec votre client que si vous avez 1 heure de thérapie, faites pas ça de 3-4, parce qu'à 3h30, les enfants reviennent de l'école. Là, ils rentrent, ils défont leur sac d'école, ils veulent leur collation. Puis, ben là, votre cliente est pris en même temps qu'elle est en thérapie dans son salon avec vous à gérer des trucs familiaux. Ça a l'air simple, mais c'est le genre de truc qui arrive des fois. Les clients vont vous dire, ben tant qu'à ça, je peux-tu faire ça au travail, je peux-tu faire ça à la maison? Puis là, ben, la qualité de ce qu'on peut faire en thérapie pourrait se dégrader. Comment on fait l'accueil à la maison, comment on fait l'accueil aux clients, ce sont des préoccupations qu'on peut avoir. Je vous parlais de gérer les problèmes à distance, connaître les ressources locales, c'est important. La tenue de dossier également, où se tient le dossier. Si vous avez un client qui est dans une autre ville, ça peut être important qu'un intervenant dans l'autre site, ce sera peut-être des questions que vous aurez dans 5 minutes à me poser, mais s'il y a un client qui est dans l'autre site, puis soudain, il est hospitalisé, ben, dans le réseau de la santé, habituellement, lorsqu'un patient est hospitalisé puis il reçoit des services dans cet hôpital-là, le dossier existe quelque part. Sauf que si votre thérapie est à distance, ben, il y a des bonnes chances que votre dossier soit à votre bureau qui est dans une autre ville. Donc, il faut penser à des stratégies d'échange de dossiers, de partage de dossiers, de maintien d'archivage qui est en continu. La confidentialité, on en a parlé. Le cadre déontologique, on en a parlé. On se pose la question également maintenant, pour qui est-ce approprié ou non? C'est un peu ce que je disais. Est-ce que si on commence à faire la thérapie à distance pour les gens qui souffrent d'anxiété sociale, est-ce que c'est une bonne chose ou non? C'est une bonne chose parce qu'on peut peut-être aller les rejoindre,
Peut-être qu'il y a ses limites parce qu'on voudrait aussi qu'il soit capable de vivre avec les gens et pas juste à des communications à distance. Donc, de s'engager dans des vraies relations. Donc, probablement, quelque part, dans mon plan de thérapie, de télépsychothérapie, je vais vouloir que mon client commence à sortir de son bureau. Je saute là-dessus pour aller directement aux conclusions. Alors, conclusion, si je résume, la télépsychothérapie, il y a plusieurs études, je les présente en entrée de jeu, j'ai donné des données un peu plus empiriques pour solidifier ça. La télépsychothérapie fonctionne, du moins dans le cas des thérapies cognitives comportementales. Pour les troubles d'anxiété, on a vu panique avec agoraphobie, on le sait avec le stress post-traumatique, il y a des études sur le trouble obsessionnel compulsif, il y a des troubles sur le trouble de dépression majeure. Nos données préliminaires sur l'anxiété généralisée montrent que c'est le cas. Une étude américaine montre également que pour les troubles alimentaires, c'est le cas. Alors, plus les évidences s'accumulent, plus on est en train de voir qu'on a le même taux d'efficacité qu'en face à face. Il n'y a rien de parfait. Les psychothérapies cognitives comportementales ont leurs limites, mais au moins on a le même taux d'efficacité. La relation à distance qui se crée est excellente. Ça, c'est bien documenté. On a une très bonne relation thérapeutique. Le sentiment de téléprésence, le fait qu'on oublie qu'on est là, semble également être un facteur important. Et la charge émotionnelle semble être ce qui contribue après un moment à oublier qu'on est à distance puis on connecte, on est en thérapie. La prochaine étape, ça risque d'être encore plus portable avec FaceTime, avec Facebook. Vous allez pouvoir, est-ce que c'est ce qu'on veut, je ne le sais pas, mais on va pouvoir avoir un client sur un compte Facebook qui apparaît, on met nos lunettes, on est dans une thérapie virtuelle où on se retrouve dans un bureau qui n'existe pas, on se voit en temps réel, on fait notre thérapie, on enlève nos lunettes, puis on passe au participant suivant. C'est pas de la science-fiction, ça se fait et c'est faisable. Donc déjà là, on a des enjeux ici. Et puis, avant de conclure, le dernier enjeu qui est à considérer, qui est à retenir, c'est qu'on a souvent l'impression que la télépsychothérapie, c'est pour offrir des services à des gens qui sont en région éloignée, et c'est-à-dire, dit autrement, des pauvres gens qui n'ont pas accès à des soins. Je caricature un peu, je prends une métaphore ou un exemple, justement pour être punché dans mon exemple. On a souvent l'impression que ce pauvre monde-là, ils n'ont pas de service. Donc, on va leur offrir la thérapie à distance. Je pense qu'il faut changer beaucoup notre cadre de perspective et notre paradigme parce que ce que la télépsychothérapie nous permet, ce n'est pas d'offrir des services à des gens qui n'ont pas accès, c'est de changer l'offre de services. Et ça, c'est majeur comme raisonnement. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être ensemble dans la même ville. Dit autrement, le thérapeute compétent pourrait être en région éloignée et offrir des excellents services aux gens en région urbaine. Parce que c'est pas vrai qu'à Montréal, c'est aussi rapide, c'est plus long de se déplacer d'un endroit à l'autre que pour moi de me rendre à Maniwaki. Je veux dire, c'est le même temps, c'est la même chose. Les gens ont l'impression que, ah, ben c'est sûr, mais en rural, c'est pas drôle, puis en urbain, on a accès à tout. Bon, en urbain, on a accès à tout, mais à Montréal, si vous devez traverser le pont sur l'heure du trafic, vous n'avez pas beaucoup plus accès que moi qui dois aller à Maniwaki pour avoir mes services. Donc, le raisonnement ici, c'est, ce que ça veut dire, c'est que le psychologue pourrait très bien ouvrir son bureau à Maniwaki ou à Gaspé ou à Rouen et offrir des services aux gens de Montréal avec des tarifs moindres parce que ses coûts de bureau sont moins élevés. Entre deux clients, il y a le temps d'aller prendre une bouffée d'air pur, il y a le temps d'aller peut-être jeter une ligne à l'eau pour aller à la pêche entre deux patients. Ça se peut très bien et vous pouvez offrir des services autant de qualité et peut-être mieux. Donc, il faut réaliser que l'arrivée de la télépsychothérapie veut dire également que les thérapeutes ou les psychologues qui sont incapables d'offrir des services ou qui ont des défis à offrir des services de qualité en face à face risquent d'avoir la clientèle qui va partir pour aller ailleurs avec des thérapeutes qui sont compétents. Demain, vous voulez une thérapie par Aaron Beck. Aaron Beck à Philadelphie, s'il est branché sur Skype, vous pouvez avoir une thérapie demain avec n'importe qui. Ça pose des enjeux déontologiques qu'on parlait, mais ce que ça veut surtout dire, c'est qu'il faut réaliser que l'offre de service va changer. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas besoin d'être dans le même endroit et qu'on peut être compétent n'importe où pour offrir des services n'importe où, et non pas juste aux gens en région éloignée. Sur ça, ça m'amène à conclure en disant merci de votre attention. Je demeure disponible pour une séance de questions. Vous avez ici le petit résumé des gens avec qui je travaille au laboratoire de cyberpsychologie et mon adresse courriel. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Merci. C'est toutes des bonnes questions, mais
il y a comme un truc à deux tranchants là-dedans. L'ordre nous demande d'avoir l'information, puis en même temps, ben, comment on se forme? Parce que si tu n'en as pas, puis il n'y a pas personne pour nous former, ça tourne un peu en rond, vous avez tout à fait raison. En fait, je vous dirais, selon moi, puis je donne des ateliers, moi, à l'ordre des psychologues, mais il y en a d'autres qui en font également, il s'agit d'avoir les compétences pour utiliser l'outil qu'on utilise, puis je parlerai de l'outil dans un instant, l'outil de communication qu'on utilise, si vous utilisez du matériel de vidéoconférence, par exemple. Puis après ça, moi, ma suggestion, c'est de commencer avec un client qui n'est pas en situation de crise et un client qui est facile, si je peux prendre l'expression, pour s'habituer. Nous, ici, on le fait à Gatineau parce que dans le projet multicentrique, parce qu'on offre les thérapies, les stagiaires ont pris l'expérience, mais c'est pas facile d'avoir de la supervision, mais on réalise rapidement comment ne pas se couper, comment mettre le matériel à disposition du client. C'est simpliste, mais si votre client implore, vous ne pouvez pas y offrir une boîte de Kleenex parce que vous êtes à l'autre bout du monde. Donc, on doit avoir des détails pratiques qui doivent être installés. Et ça, on prend le tour assez rapidement. On peut réaliser qu'est-ce qu'on a besoin. Puis après ça, ça devient assez facile. Puis lorsqu'on est à l'aise avec des clients qui sont pas trop complexes, ben, je vous dirais, on peut faire le reste du travail. Par contre, il y a la question des logiciels à toucher parce que les logiciels présentement ouverts comme Skype, on ne peut pas garantir la confidentialité de la communication. Même Adobe Connect présentement, qu'on utilise ensemble, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait en train de pirater la ligne. C'est un méchant travail d'avoir à faire ça en temps réel. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. À mon avis, on n'est pas au même niveau de risque que quelqu'un qui mettrait un micro dans votre bureau, mais il faut savoir que c'est peut-être pas si sécurisé que ça. FaceTime semble être meilleur. Nous, ce qu'on utilise présentement, puis ce qu'on voit dans le réseau de la santé, c'est des unités de vidéoconférence qui sont dédiées à ça. C'est simple à utiliser, mais c'est le fun de savoir comment l'allumer, comment l'éteindre quand la communication coupe. Puis je vous dirais, présentement, je n'ai pas vu de programme de formation accrédité, mais mon expérience, c'est le faire sur le tas avec des clients assez simples, des problématiques simples. Deuxième question. C'est pas les mêmes enjeux. Je vous dirais que c'est pas plus approprié. L'aspect approprié, c'est vraiment est-ce que votre client, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ça avec votre client? Est-ce que votre client a besoin de ce service-là ou est-ce qu'on pourrait l'offrir autrement? Je pense que la première question pour moi, c'est ça. Par la suite, si vous êtes dans le réseau de la santé, ben, il y a toujours un technicien assigné à la vidéoconférence. Donc, il y a quelqu'un qui va vous partir votre matériel. S'il y a un câble qui est débranché, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider à le faire. Donc, les gens ont du support technique. Par contre, ce technicien-là a 1 million d'autres choses à faire que s'occuper de vous. Donc, il va vous préparer tout pour votre télépsychothérapie. Mais en plein milieu de la séance, si ça déconnecte, si ça plante, comme on dit en québécois, si la technologie vous lâche, ben, c'est fort probable qu'il ne sera pas là en train de vous aider. Puis s'il rentre dans votre séance, ben, on pourra peut-être avoir des problèmes de confidentialité. Alors que dans le domaine du public, ben, les gens sont un peu plus à l'aise et habitués de s'organiser tout seuls, puis ils connaissent un peu plus où sont leurs boutons sur leur logiciel. Donc, on a un avantage là. Moi, je vous dirais, ça dépend simplement de votre expertise, puis le fait de commencer à le faire. Donc, c'est pour moi, là, pour répondre rapidement, est-ce que c'est plus approprié en privé ou en public? Je pense que ça ne change pas vraiment les choses, c'est juste pas les mêmes enjeux. Les thérapies en vidéoconférence trouvent-ils leur expérience? Il y a des approches éclectiques qui ont été utilisées, c'est-à-dire orientées TCC. J'ai pas vu d'essais cliniques, je ne sais plus manquer des études là, mais j'ai pas vu d'essais cliniques qui documentaient l'efficacité de d'autres formes de psychothérapie que la thérapie cognitive comportementale, du moins pour l'instant. Ma conviction personnelle, c'est que ça ne change rien. On a fait des projets pilotes ici au labo sur l'approche interpersonnelle avec 2 ou 3 clientes, ça a fonctionné numéro 1. Je ne vois pas pourquoi ça changerait grand-chose non plus dans des approches qui sont plus de type ou d'orientation humaniste. À prime abord, on peut dire que ça ne marchera pas parce qu'on ne connecte pas, mais comme je vous disais tantôt, si l'alliance passe bien, le travail se fait bien. Donc, il s'agit d'avoir une technologie qui
nous lâche pas en plein milieu de la séance, là, puis quand le client commence à aller mal, ça saccade. Mais vous pourriez avoir des gens qui font Emotion Focus Therapy, à mon avis, sans trop de problèmes, parce qu'on fait de l'exposition, il y a des charges affectives qui sont là-dedans, puis ça fonctionne très bien. Pour les approches psychodynamiques, je ne le sais pas. Il y a peut-être des enjeux théoriques qui seraient à évaluer aussi, là, c'est pas dans mon domaine. Mais je vous dirais, ce qu'on voit pour l'instant sur l'Alliance nous laisse clairement entendre que ça devrait fonctionner aussi bien avec les autres approches. La deuxième question est, diriez-vous que la télépsychothérapie est plus appropriée pour les psychologues en privé, étant donné les problèmes techniques pour les psychologues dans le domaine public? Oui. Puis après, on parlera du vrai patient. Mais pour le vrai psychologue, en fait, je vous dirais, c'est le même problème que si j'ai un client qui vient me voir demain en face à face. La technologie n'aura pas changé grand-chose parce que la question, c'est est-ce que je suis psychologue puis est-ce que je suis moi? Et ça, ben, je devrais avoir mon numéro de pratique, Bande de l'Ordre des psychologues du Québec, c'est affiché dans le bottin de l'Ordre des psychologues. Moi, je m'affiche comme psychologue et donc pouvant faire de la psychothérapie, c'est réglementé par l'Ordre. Est-ce que je suis moi? Parce que je pourrais prétendre être, n'importe qui pourrait prétendre être Stéphane Bouchard puis prendre ma place. Je vous dirais, c'est les mêmes enjeux qui se posent en face à face. Quelqu'un pourrait rentrer dans le bureau de quelqu'un d'autre puis voler mon identité. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'image sur le site de l'Ordre avec la face, le visage du psychologue, bien que souvent, si on fait une recherche sur Google, vous allez trouver les noms des psys, puis vous allez trouver leurs photos quelque part, pas tous, mais plusieurs. Donc, je vous dirais, pour moi, la préoccupation, c'est la même que si j'aurais en traditionnel, en face à face. C'est-à-dire, on veut un psychologue, donc quelqu'un qui est membre de l'Ordre, quelqu'un qui a un numéro de pratique, et ça, on peut le voir sur le site de l'OPQ. Puis, on pourrait se faire flouer de la même façon, que ce soit en vidéoconférence ou en face à face. Le petit enjeu différent, c'est si on est en télépsychothérapie, on voit la personne. Lorsqu'on utilise des technologies comme le clavardage, par exemple, les courriels ou les sites web, on ne sait jamais trop à qui on parle. Et là, quelqu'un pourrait prendre mon poste de travail puis s'installer à la place puis répondre à mes... Alors, comme psychologue, je pense que c'est important d'être conscient qu'on a besoin d'avoir des ordinateurs qui sont verrouillés. Puis lorsqu'on quitte notre poste de travail, il faudrait que notre ordinateur puisse se verrouiller automatiquement ou que notre porte soit verrouillée pour être sûr que personne accède à nos courriels. Comme n'importe quel professionnel, on devrait le faire de toute façon. Je pense que comme citoyen de la population, on n'est pas super informé du type de précautions qu'on devrait prendre. Puis si on a un vrai client, ben on a le même enjeu. Je pourrais faire une télépsychothérapie, puis que la personne dit être une personne X, puis c'est quelqu'un d'autre. Mais de semaine en semaine, je vais voir que c'est la même personne ou non. Donc, je vous dirais, il n'y a pas moyen d'avoir ça, mais je pourrais me présenter demain dans un bureau, avoir un faux médecin qui prétend être un médecin, puis j'aurai le même enjeu. D'accord, merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions, donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte conversation. Oui, il y a deux enjeux derrière ça. Puis c'est triste pour la personne ou les personnes qui ont éprouvé des problèmes. Un des enjeux, c'est le côté du client, puis l'autre, c'est la technologie.
oui, il faut s'assurer que notre client, on est capable de continuer la thérapie si jamais on le perd. Alors, nous, tous nos clients, on a leur numéro de téléphone, puis ils savent dès le début que si jamais la communication coupe, on prend le téléphone puis on se parle au téléphone. Donc, il y a déjà cette préoccupation-là qu'on doit avoir comme filet de sécurité, parce que des fois, c'est le mauvais, ça arrive au mauvais moment. C'est un peu toujours au mauvais moment, mais des fois, c'est pire. Pour la technologie, ce qu'on réalise pas, c'est que présentement, on est tous, probablement la plupart en tout cas, sur l'Internet, et donc ça ne coûte rien. Et on prend le même bande passante que les gens à côté utilisent pour écouter une vidéo, pour télécharger quelque chose sur YouTube, pour regarder leur page Facebook. Donc, c'est énormément de bandes passantes, et ça, c'est un défi technologique. Souvent, ce qu'on utilise dans le réseau de la santé, c'est des lignes qui sont dédiées. Alors, c'est une ligne qui a la même capacité que le web, mais qui sert uniquement à une vidéoconférence entre deux personnes. Alors là, on a moins les problèmes qu'on expérimente. On est capable d'avoir la thérapie sur une télévision 72 pouces avec sans pixelisation, avec une bonne qualité d'image. Puis le délai qu'on a habituellement, là, 200 millisecondes, qu'on a avec les télécommunications. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on ne recommande pas trop d'utiliser des trucs webcam parce que la technologie qui supporte ça passe par la technologie IP, l'Internet, et même si on a l'Internet haute vitesse un peu partout, ça saccade et on perd les gens. Puis il s'agit qu'il y ait plusieurs personnes dans votre édifice qui téléchargent, que tout d'un coup, on peut perdre de la communication. Donc, c'est préférable pour l'instant d'utiliser des technologies dédiées. Mais il y a 10 ans, quand on faisait nos projets, c'était des lignes téléphoniques dédiées. Maintenant, c'est des lignes optiques dédiées. Puis probablement que dans 3 ou 4 ans, on va être capable de le faire sur le web avec des lignes dédiées parce que maintenant, la popularité de trucs comme FaceTime et Skype fait qu'il y a une demande pour ça de par le monde. Et donc, les technologies s'en viennent pour plus avoir les problèmes qu'on expérimente présentement.